Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et tous. Merci monsieur. Bienvenue sur cet échange de 30 minutes. Je me présente, je suis Marjolaine Pain. Je représente le mouvement Impact France. Qui connaît le mouvement Impact France en levant la main? Ok, super. Le mouvement Impact France, c'est un mouvement patronal qui représente des dirigeants et dirigeantes d'entreprises qui mettent l'impact au cœur de leur entreprise. On est un mouvement qui est coprésidé par Julia Faure de l'entreprise Loom et Pascal Demurger de la Maïf. Et on a une trentaine d'administrateurs, administratrices. On est partout en France et même on commence à se développer en Europe. Et l'objectif d'Impact France, c'est de proposer une nouvelle voie patronale, de travailler sur du plaidoyer pour changer les règles du jeu économique et passer de la prime au vice à la prime à la vertu. On pourra en parler plus en détail ensemble après cet échange. On est aujourd'hui avec Léa Thomasin pour un échange de 30 minutes. Et ce qui nous intéresse, c'est comment Léa, avec Helloasso, sa structure, est passée de 0 à 175 salariés sur un modèle gratuit et au service du bien commun. Qui connaît Helloasso, en levant la main? Qui a déjà utilisé Helloasso? Super. Oui, ben ça m'étonne pas. Merci en tout cas à toi, Léa, d'être avec nous. Pour te présenter, donc tu es la cofondatrice de Helloasso, qui est donc une entreprise d'utilité sociale et solidaire, qui est aussi une entreprise de la tech et qui accompagne les associations avec des services pour pouvoir faire leur levée de fonds, pardon, pas leur levée de fonds, pour pouvoir faire la gestion de leur recherche de fonds et la gestion de leur association. Si on veut donner quelques chiffres sur Helloasso, ça existe depuis 2009. Helloasso, c'est aussi 300 000 associations qui bénéficient de cette solution. C'est 7000 donateurs, des 7000 citoyens donateurs. 7 millions, pardon, de citoyens donateurs, c'est vrai que c'est plus impressionnant, et qui ont permis de récolter plus de 1,4 milliard de dons. Le chiffre d'affaires de Helloasso, c'est 15 millions d'euros en 2023, et à savoir que c'est plus de 50% de hausse par rapport à l'année dernière. Et aujourd'hui, en effet, Helloasso compte 175 talents qui se retrouvent tous au siège social à Bordeaux. Est-ce que c'est plutôt juste ce qui a été dit jusque-là maintenant? Super. Helloasso, c'est, comme vous l'avez compris, une entreprise qui évolue dans l'économie sociale et solidaire, qui évolue aussi dans l'écosystème de la tech, et comme toute start-up a eu un business model qui a évolué depuis sa création. Et pour toi, Léa, tu notes 3 grands temps, donc 3 grands moments déterminants pour l'évolution de ton business model. Et j'aimerais t'entendre là-dessus, que tu puisses nous partager cette évolution de ton business model, quelle réflexion tu as eu derrière à chaque fois, et à quel moment tu t'es dit, qu'est-ce qui a été les signes qui t'ont fait dire il faut que je change, il faut qu'on change le business model. Avec plaisir. Bonjour, merci beaucoup Marjolaine pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être là, très contente de voir les mains levées au-delà de la blague par rapport à Impact France, et je vais vous raconter les débuts et la galère. Pendant longtemps, on a eu le sentiment de devoir vraiment prêcher dans le désert, donc du coup ça fait plaisir de voir que plusieurs parmi vous connaissent Helloasso et s'en sont servis dans leurs associations respectives. Donc effectivement, Helloasso a 15 ans. L'idée, c'est que je puisse vous raconter aujourd'hui d'où on est parti et comment on est arrivé là où on est, avec la particularité, comme le disait Marjolaine, qu'on est une entreprise, je dis souvent hybride, un peu à la croisée des chemins, des écosystèmes. On a un pied dans l'économie sociale et solidaire, on a un pied dans la tech, et donc on a fait des va-et-vient un peu entre ces écosystèmes en essayant de pouvoir en tirer aussi le meilleur pour le développement de notre projet.
Et donc tout commence en 2009. Donc la première phase, moi je l'appelle pas l'amorçage, je l'appelle la traversée du désert, où là on a, comme beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs, beaucoup tâtonné. La mission, et ça c'est important, la mission d'Elo Asso, elle n'a pas changé au fil de ces 15 années. En revanche, comment nous lui avons donné corps et quels produits nous avons développés, ça a beaucoup évolué au fur et à mesure de ces années. Et pour vous dire un mot sur notre mission, justement, elle part de convictions très personnelles au départ, de choses qui nous touchent. Et notamment, moi, il y a un chiffre qui m'avait glacé, qui est une personne sur 10 a moins de 3 conversations par an en France. Donc c'est un baromètre qui est fait par la Fondation de France et qui illustre la solitude. Je pense que malheureusement ce chiffre il date un peu, que ça s'est clairement pas arrangé et qu'on a une société qui est de plus en plus divisée, polarisée, fragmentée, que les écrans nous ont aussi isolés. Et ça, je trouve ça très triste, déjà à l'échelle individuelle, parce que je pense que les rencontres, le lien social nous épanouit, et je trouve ça très triste et inquiétant à une échelle plus collective, parce que je pense que plus on se replie les uns sur les autres, plus on peut aussi développer de la méfiance pour les gens qu'on ne connaît pas, et du coup vivre ensemble et faire société, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc ça, je dirais que c'est le point de départ, c'est ce qu'on a dans le ventre au début, et on s'est dit, on a en France 1,5 million d'associations. Il faut savoir qu'on est un peu les champions européens du monde associatif. On est le pays où il y a le plus d'associations. Il y a 20 millions de Français qui sont bénévoles, qui donnent de leur temps dans ces associations pour faire vivre la vie locale, la vie sportive, la vie culturelle, pour mettre en place des actions de solidarité. Et ça, en fait, on le sait pas beaucoup. C'est des personnes qui sont pas beaucoup valorisées pour tout ce qu'elles font. Et c'est des structures qui sont assez peu soutenues. Et donc la mission au début d'Elo Asso était de se dire comment on utilise le numérique pour valoriser et financer toutes ces associations. Et donc au départ, en 2009, on s'est dit on va devenir des Robins des Bois de la publicité en ligne. Donc on pensait avoir une super idée. Ce n'était pas le cas, où on s'est dit on va proposer à des personnes de s'exposer à de la publicité sur Internet, donc de regarder des publicités, et ça va générer des micro-dons pour des associations. Et donc on a développé cette idée-là sous différentes formes, au début dans des bannières email. Donc là on vendait en support publicitaire de l'espace dans des mails. Ça n'intéressait pas grand monde, c'était le début de la publicité vidéo, et donc concrètement nos espaces publicitaires n'intéressaient personne. Par ailleurs, c'était techniquement des applications qui se mettaient sur des navigateurs. On l'avait pas développé sur Chrome à l'époque, et qui a une croissance fulgurante. J'ai assisté du coup à l'émergence de Chrome, ça a été très vite. Et donc là, ce que je retiens de cette première phase, c'est qu'on a cherché à faire plein de tests, tantôt en B2C, tantôt en B2B. On a essayé de mobiliser les entreprises justement pour mettre en visibilité aussi le secteur associatif. On n'a pas rencontré beaucoup de succès. Par contre, il y a un élément que je retiens, donc c'est une période qui a été assez décourageante, et rétrospectivement, je me dis le plus dur à ce moment-là, c'est que les personnes nous fassent confiance dans notre capacité à faire. Donc ça veut dire des partenaires qui vont accepter de nous suivre, ça veut dire des entreprises qui auraient accepté de travailler avec nous. Et ce que je conseille aujourd'hui à tous les entrepreneurs dans cette phase-là, c'est de pouvoir justement essayer de multiplier les gages de confiance qu'on a en capacité d'apporter. Ça peut être un article dans la presse, ça peut être un concours, ça peut être un dispositif d'incubation, ça peut être, et c'est ce qu'on a mis en place aussi à l'époque, un comité d'orientation. On va voir des personnes qui sont très crédibles, très légitimes, qui elles ont une expérience et que les gens croient et auxquelles les personnes font confiance pour dire est-ce que tu peux être dans notre comité d'orientation, on a besoin de te mettre sur nos slides. Et donc toute cette première phase, ça a été compliqué. Je dirais qu'on ne nous rit pas trop au nez parce que justement, à la croisée des écosystèmes, on était dans un incubateur tech à ce moment-là. Les gens se disaient mais c'est qui ces hippies avec leur secteur associatif? Non, on veut soutenir des vraies boîtes, quoi. Donc on était regardez, c'était compliqué. Et on a continué à itérer sur cette idée de publicité en ligne. Donc on a arrêté dans les mails, on est passé sur la publicité vidéo. Et là, on a eu de plus en plus de personnes et d'associations qui s'inscrivaient sur notre site et des gens venaient regarder des publicités pour générer des dons. On a des associations qui, comme ça, enlevaient 5 000 €, sachant que chaque visionnage générait 3 centimes. Donc je vous laisse imaginer le temps passé à regarder des pubs.
Et là, on s'est dit, mais tiens, en fait, est-ce qu'on proposerait pas aux gens de faire un don par carte bancaire en se disant, peut-être qu'ils préfèrent donner 10 € plutôt que de continuer à regarder des publicités toute la journée sur le site. Et donc, c'est ce qu'on a fait, mais de façon, je dirais, un peu fortuite, en se disant, allez, on va tenter. Et quand on a mis en place en fait ce module de don, et qui était le premier module de don gratuit pour les associations, à ce moment-là, on est en 2012. Il y a très peu de collectes sur Internet pour le secteur associatif. Il n'y a pas encore eu, je dirais, le e-commerce se développe, mais dans le secteur associatif, il n'y a pas du tout de mode de paiement en ligne, en tout cas, qui sont développés. Et là, on met en ligne ce module de don, déjà avec un modèle à la contribution volontaire, et on a l'ordre de 500 assos qui s'inscrivent dans les mois qui suivent. Et c'est à ce moment-là où on s'est dit, tiens, on a mis le doigt en fait sur le vrai besoin qu'avaient les associations. C'est pas de générer du micro-don, je dirais un peu superflu à leur activité, c'est de pouvoir vraiment passer leur paiement en ligne. Et c'est comme ça qu'on a développé ensuite la plateforme Helloasso. Merci beaucoup. Et du coup, ce que tu me disais, c'est que ce moment d'accélération, une fois que vous avez trouvé ce nouveau modèle business, ça a été marqué par l'année 2017 où vous êtes dans cette accélération passé de 15 à 70 en un an. Est-ce que tu peux revenir sur ce tournant et notamment préciser aussi comment, quand on grandit si vite et qu'on a l'impact au cœur, comment on fait pour grandir sans perdre son âme? Oui, complètement. Du coup, il y a eu deux phases où, quand on a commencé à faire ce modèle de collecte de dons, donc on a mis en place un modèle économique qui est celui de la contribution volontaire. Donc concrètement, les associations qui utilisent Helloasso ne payent rien. Et les personnes, quand elles vont venir sur Helloasso, acheter un billet pour un événement ou adhérer à une association, on va leur proposer, si elles le souhaitent, de laisser une contribution volontaire en plus de leur paiement pour financer la plateforme. C'est notre unique source de revenus. Donc, je vois les sourcils se froncer. Donc, la question que j'anticipe, est-ce que ça marche? Aujourd'hui, il y a une personne sur deux qui va laisser une contribution volontaire au moment de son paiement. Mais concrètement, c'est un modèle qui s'est aujourd'hui énormément démocratisé. Quand on a commencé, c'était pas le cas. Quand on a été lever des fonds avec un modèle qui repose sur le don, beaucoup nous ont là aussi ri au nez, au prix pour des fous. C'est un modèle qui nous avait été inspiré des États-Unis. Là-bas, il y a une application qui s'appelait Causes, qui avait été montée par un des cofondateurs de Facebook et qui reposait sur ce modèle. Ils appellent ça Pay as you want ou tip-based. Et on s'est dit, tiens, ça c'est excellent. On n'aimait pas l'approche de se mettre au milieu, de prélever une commission comme c'était le cas dans l'économie collaborative, dans les plateformes qui se développaient. On trouvait que c'était plus cohérent par rapport aux associations, aux utilisateurs. Et donc, on a choisi de mettre en place ce modèle-là avec là aussi toujours la conviction de se dire quand on parle aux meilleurs des gens, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes et en se disant si on explique aussi que le paiement sur Internet ça a un coût, que l'accompagnement qu'on apporte aux associations ça a un coût, les personnes vont être enclins à y participer. C'est un modèle économique qui a pris du temps à nous permettre de vivre parce que forcément aujourd'hui quand on collecte plus de 500 millions par an, même si le modèle économique est très fin sur le don, ça nous permet de vivre. Ça n'a pas été le cas, c'est un modèle économique qui croît tout doucement. Et donc, on a cherché pendant cette première phase aussi de pouvoir avoir d'autres sources de financement, notamment B2B avec des fondations d'entreprise, le temps qu'on y arrive. Et un point, je dirais, très important dans ce développement, avant de parler à proprement parler de l'accélération, ça a été aussi de se dire un dicton qui nous a toujours guidés, qui est le premier euro gagné, c'est l'euro économisé. Et donc, toute notre phase de développement a été très, très frugale. Jusqu'en 2018, entre 2012 et 2018, on n'avait pas 1 euro de budget marketing. On s'est développé uniquement grâce à de la prescription. Et donc pour ça, on a investi énormément pour être au contact de nos utilisateurs, notamment des associations. On a construit une équipe d'accompagnement pour aider les associations par téléphone, qui était un peu à contre-courant d'une approche tout digitale de plateforme web où on se dit tiens, l'humain ça a un coût. Et nous, au contraire, on s'est dit d'une part, ça va nous rendre meilleurs en termes de produits, en termes de services, et d'autre part, des utilisateurs heureux vont nous en apporter d'autres. Et ça a été notre unique source de développement, d'acquisition d'associations jusqu'en 2018. Ça et d'autres leviers de prescription comme la presse. Et donc, on se retrouve effectivement fin 2017 où là, on a près de 10 000 associations qui ont rejoint la plateforme. On a étoffé les outils qu'on leur propose et on s'est dit, est-ce qu'on continue comme ça quelque part tranquillement
ou bien est-ce qu'on cherche à accélérer, à du coup lever des fonds pour pouvoir avoir une croissance plus forte et avoir enfin un budget marketing. Du coup, c'est ce qu'on a choisi avec effectivement une phase où on est passé de 15 à 70 en 1 an et demi. Et à ce moment-là, une fois qu'on a finalisé la levée et qu'on a annoncé ça à l'équipe, la plus grande préoccupation qu'ils ont verbalisée, c'était mais comment on va grandir sans perdre notre âme, sans perdre qui on est, sans perdre comment on fonctionne en interne, sans perdre de vue la mission sociale qui nous guide depuis qu'on s'est construit. Et donc, il y avait beaucoup de craintes, je dirais, des anciens de se dire, tiens, les nouveaux vont arriver. Et donc ça, c'est un travail qu'on a et qui pour moi a été très fondamental et structurant dans la croissance d'Hello Asso. Par la suite, où on s'est dit, on va solidifier justement l'ADN qui nous sommes. On va travailler très fortement à comment on intègre les nouveaux et surtout, on va continuer à se remettre en question. Et en fait, ces 3 ingrédients, on les a gardés aujourd'hui avec le temps, mais on les a posés à ce moment-là. Et notamment sur l'ADN, on a travaillé sur une démarche et une méthode que je trouve hyper intéressante pour se dire, on va formaliser qu'est-ce que la culture d'entreprise Hello Asso, qu'est-ce qui nous rassemble. Et sachant que la culture d'une entreprise, elle existe toujours. L'intérêt de ces démarches, c'est de le formaliser, de nommer, et surtout de formaliser, de nommer ce qui plaît dans la culture pour chercher à favoriser ça. Et donc, on a utilisé une approche qui s'appelle la démarche appréciative. Concrètement, on a posé la question aux salariés. Donc à l'époque, dans l'équipe, on était une quinzaine et on a commencé ce travail juste après tout début 2018. Il a duré toute l'année quasiment. Et on a posé la question, qu'est-ce qui vous rend heureux chez Hello Asso? Qu'est-ce qui vous rend fier chez Hello Asso? À ce moment-là, toutes les personnes vont évoquer avec un jeu de post-it ce qui est saillant, c'est-à-dire ce qui dépasse, ce qui est vraiment un motif de fierté et d'épanouissement. Et de ça, on en a constitué en fait les valeurs, les principes de travail pour que ça devienne, je dirais, le courant plus que ce qui dépasse. Et au-delà des valeurs, parce qu'on peut formaliser des valeurs, nous on a typiquement une valeur autour de l'humain sur l'authenticité, on a une valeur autour de l'audace, on a une valeur sur l'engagement. Mais quand je vous dis tous ces mots-là, ça vous dit pas forcément vraiment comment on travaille. Et donc derrière, on les a déclinés en se disant qu'est-ce que ça veut dire. Et typiquement, on a une valeur autour du collectif. Et derrière, il y a un principe chez Hello Asso qui est on cherche pas de coupables, on cherche des solutions. Et ce qui veut dire qu'on va chercher à valoriser et aller un peu à l'encontre de cette image de l'homme ou de la femme providentielle, mais de se dire que ce sont vraiment les collectifs qui changent le monde. C'est la mission qu'on mène vis-à-vis des associations qu'on accompagne. C'est aussi les principes de travail qu'on s'applique en interne. Et une fois qu'on a fait tout ce travail, et je pense que c'est très important, je dirais au-delà de ce qui en ressort, c'est le process, et c'est de le faire tous ensemble. De le faire en équipe, et on a commencé à travailler sur ces dynamiques-là en interne à ce moment-là, et c'est quelque chose qui se poursuit toujours aujourd'hui dans nos rituels. On s'est dit comment on transfère ça et comment on accompagne les personnes qui vont nous rejoindre. Et donc on a travaillé aussi sur l'intégration des nouveaux à travers déjà un système de parrains. Donc toutes les personnes qui intègrent Hello Asso ont un parrain ou une marraine qui va pouvoir justement les intégrer dans l'entreprise, dans sa culture, dans sa mission. Tout le monde passe par une même liste de tâches. Donc c'est un projet dans Asana qui est la To-Do de bienvenue où il y a 50 tâches et notamment beaucoup d'immersion, donc au contact des associations, avec l'équipe de support client, au contact des différentes équipes et d'imprégnation dans qui on est, comment on travaille. Et on a aussi institué des déjeuners de bienvenue. Donc moi, je rencontre tous les nouveaux et nouvelles arrivantes lors de déjeuners, donc en petit collectif. L'occasion aussi pour eux de se connaître. Et le point le plus important qu'on fait d'un point de vue organisationnel, c'est-à-dire que tout ça, ça me semble des éléments assez essentiels à mettre en place, c'est qu'on se remet en question et qu'on se remet en question tous ensemble. On a une culture de la rétrospective très forte, et donc concrètement on se réunit tous les 3 mois, toute l'équipe, et ça dure depuis peut-être 10 ans. On a toujours eu un attachement à travailler sur notre organisation interne, sur comment on fonctionne ensemble. J'avais entendu une phrase qui m'a marquée et qui m'a suivie du coup depuis tout ce temps-là, qui est la dette organisationnelle, c'est encore pire que la dette technique. Est-ce que ça vous parle, la dette technique ? Donc la dette technique, c'est quand il y a un amas de code et je dirais une superposition de code informatique tel que les développeurs en fait ont beaucoup de mal d'aller corriger des bugs et encore plus de la faire évoluer, de faire évoluer ce bout du code. Et en fait, moi j'avais entendu ça et je m'étais dit ok, il faut qu'on parte du bon pied. Et donc en fait très tôt, même quand on était une poignée, on a mis en place des modes d'organisation assez différents. On a fonctionné pendant 3 ans en holacratie.
Et on a toujours gardé ça dans un coin de la tête. Et il y a un autre dicton qui m'a aussi marqué au fer rouge, qui est un monsieur qui s'appelle John Doerr. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui le connaît? C'est pas John Thinker, hein, c'est John Doerr. Et donc c'est lui qui notamment a mis en place la méthode OKR chez Google. Et il dit en anglais, Ideas are easy, execution is everything, and it takes a team to win. Donc en gros, les idées c'est facile, tout réside dans l'exécution et il faut une équipe pour gagner. Et cette phrase-là, nous on se la met quasiment tous les 3 mois dans nos réunions d'équipe, et on le garde toujours en tête. Et en se disant, en fait, c'est pas une question de d'être qu'il y ait quelqu'un dans la salle qui soit le plus malin, c'est comment on arrive collectivement en fait à être les plus forts. Et de mon point de vue, ça passe par la qualité des personnes dans la salle, mais ça passe aussi par la qualité des liens entre ces personnes. Et pour ça, donc je disais, on pratique des méthodes de rétrospective, donc tous les 3 mois, tous les matins, pas tous les matins, sinon on travaillerait pas. Tous les 3 mois, on se réunit toute l'équipe et on va faire le bilan sur le trimestre écoulé. On utilise différentes méthodologies inspirées de la culture agile, hein, donc on peut utiliser SAD, GLAD, MAD, donc qu'est-ce qui vous a rendu heureux, triste, énervé sur le trimestre écoulé. On fait ça tous ensemble. Et on se dit aussi bien tout ce qui va bien, mais aussi tout ce qui va pas. Donc c'est pas forcément que des réunions où c'est super ambiance. Et notamment une fois après le Covid, on a eu à ce moment-là une petite crise interne organisationnelle. Et là, quand on fait la rétro du matin, bah, c'est hard, c'est vraiment dur. Mais à chaque fois, je me dis à partir du moment où justement des personnes vont évoquer du négatif, c'est qu'on a réussi. C'est qu'en fait, ça existe toujours dans toutes les boîtes. Il y a toujours des trucs qui vont pas. L'important, c'est qu'on soit en capacité de mettre ça au milieu de la table, d'en parler collectivement. Et du coup, je pense que et l'après-midi, suite à cette rétrospective, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on fait bouger? Et je crois beaucoup dans la citation de Darwin, hein, sur les espèces qui survivent. C'est pas les plus fortes, mais celles qui s'adaptent. Et continuellement, et pour le coup, nous, à échéance de tous les 3 mois, on va adapter notre organisation. Et on le fait tous ensemble. Et c'est ça le plus important. Et justement, sur ce changement, cette adaptation de l'organisation, je suppose qu'il y a aussi une adaptation de ta posture de dirigeante. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui. Effectivement, dans ce type de moments, c'est des moments qui peuvent être assez vulnérabilisants pour un dirigeant, parce que ça veut dire être en capacité d'entendre, d'accueillir ce qui va bien, mais aussi ce qui va pas. Et d'ailleurs une coach qui nous avait accompagné une fois avait dit, mais en étant vulnérable, en fait tu te montres authentique et ça crée de la confiance. Et moi je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre le rôle et le masque. Et notamment quand on est en rôle de leadership ou de dirigeant, en fait, on a un rôle à jouer, mais en fait, c'est pas un masque à porter. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une forme de diktat aussi vis-à-vis des entrepreneurs ou des dirigeants qui est en fait, tu as la pêche tous les jours, tu arrives, t'es bien dans tes baskets, t'es toujours contente. En fait, c'est pas vrai. On est tous humains. À des moments, c'est pas le cas. Et moi, je pense que de se montrer justement authentique, ça crée beaucoup plus de confiance vis-à-vis des équipes. Et du coup, qui dit confiance dit aussi alignement, mouvement et leadership. Donc, je trouve que c'est une idée qui fait de plus en plus de chemin. Et en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui est très fortement apprécié aussi par les équipes Hello Asso, parce que justement, ça passe par beaucoup de transparence. Nous, on publie tous les chiffres, il n'y a rien qui est caché, tout est publié en interne, considérant que plus les personnes vont être informées, mieux elles vont prendre aussi des décisions. Et je pense que ce volet confiance est très important. Il y a une étude qui a été faite chez Google sur quelles étaient les équipes les plus performantes. Et en fait, ils ont analysé plein d'équipes pour identifier quels étaient les ingrédients communs des équipes qui étaient performantes. Et en fait, c'est celles où il y avait le plus de gentillesse. Parce que la gentillesse, ça crée de la sécurité psychologique. Et qu'en fait, les gens, plus ils sont dans un cadre de sécurité psychologique, plus ils vont être aussi épanouis au travail. Et moi, je pense qu'en retour d'un salaire, les personnes donnent à peu près 50% de ce qu'ils peuvent. Et que le reste, c'est de l'engagement. Donc, je pense que c'est beaucoup de choses qu'on met en place, mais qui, au final, et des partenaires nous disaient tiens, mais Hello Asso, vous êtes des bisounours. Et au contraire, moi, je pense qu'on est très forts.
Et souvent, ce que je dis à l'équipe, c'est que peut-être d'apparence, on est des bisounours, mais on est une équipe qui est hyper résiliente. On est devenu leader sur notre marché et ça nous a rendu très fort aussi de cultiver ça en interne. Merci pour ce partage. On va terminer sur les sujets d'impact. Hello Asso, tu le dis que Hello Asso avait une mission avant d'avoir une entreprise, que l'impact est au cœur depuis le début. Je suppose que dans ce passage à l'échelle, il y a peut-être des compromis qui ont dû être faits ou pas. Quand on est une start-up à impact et qu'on change d'échelle, est-ce que tu peux nous en partager ? Ouais, peut-être. En lien avec tout ce que je viens de dire, et encore une citation, vous allez vous dire que j'aime beaucoup les citations, mais je trouve que ça marque. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et donc toutes les méthodes que je vous ai décrites et le travail qu'on fait ensemble, ça prend du temps. Et encore aujourd'hui, du coup, à 175, en fait, de faciliter cette intelligence collective, de faciliter justement le partage, le travail collaboratif, transversal. Aujourd'hui, on a des fonctionnements matriciels, on a des cercles, etc. Et en fait, on passe beaucoup de temps à travailler ensemble. Donc, c'est sûr que dans, je dirais, une approche d'entreprise peut-être plus directive ou autoritaire, je pense que ça va plus vite. Mais après, moi, je pense qu'on va effectivement plus loin. Et dans le sens où on peut faire plus de choses aussi, et on dure dans le temps. On a mis plusieurs années à se développer. C'est quelque chose que je remarque aussi dans pas mal de startups à impact. C'est peut-être un décollage qui est moins rapide parce que des missions qui sont parfois plus compliquées à conjuguer avec un modèle économique. Mais du coup, on a plutôt une vision de se dire, voilà, croissance durable, rentable. Donc peut-être qu'on va un peu moins vite, mais on est là pour durer. Contre beaucoup. Et du coup, tu t'as commencé aussi simplement pour réagir par rapport à ça, parce qu'on a aussi beaucoup de contre-exemples quand on parle d'hypercroissance. Et c'est vrai que nous, quand de 15 à 70, et là à nouveau cette année on a recruté 80 personnes, donc on est passé de 100 à 180. On est dans des phases d'hypercroissance et les modèles qu'on voit autour de nous, c'est que pas mal de boîtes quand même se brûlent un peu les ailes dans ces phases-là. Donc ça monte très vite et puis après on fait un plan social et ça redescend très vite. Donc je pense que de part aussi l'engagement, la culture et qui est Hello Asso, c'est pas des trajectoires dans lesquelles on souhaite s'inscrire. Donc, ce qui veut dire aussi de faire différemment et peut-être aussi une autre forme de compromis. Et en lien avec le faire différemment, on s'est beaucoup dit qu'on était très singulier. Et à un moment, une personne a rejoint notre comité de direction. Elle a dit, mais je pense que c'est un gros risque de se croire singulier en tout. Et quelque part, aujourd'hui, on a un peu évolué là-dedans, et c'est un conseil que je donnerais aussi, c'est qu'il y a plein de choses dont on peut se nourrir, et c'est pas justement parce qu'on veut pas ressembler à une boîte tech qui fait de l'hypercroissance, je dirais sans sens entre guillemets, qu'on ne peut pas y prendre quand même des ingrédients. Et de la même manière, je disais au départ, on est entre deux écosystèmes. Aujourd'hui, on cherche à se nourrir des deux, et pour pouvoir ensuite combiner, mais voilà. Tu as déjà commencé à y répondre grandement, mais il y avait cette question de c'est quoi la différence du coup entre une start-up classique et une start-up à impact. Est-ce que tu as rajouté d'autres aspects ? Oui, en fait, la différence, je pense, c'est un peu où est-ce qu'on positionne la mission à impact par rapport à l'entreprise. Donc, de se dire, on a avant tout une mission à impact social, et ensuite on va chercher un modèle économique rentable et profitable pour pouvoir perdurer cette mission. Donc nous, c'est le sens, nous on s'inscrit dans cette approche-là qui est que dans le mouvement de l'entrepreneuriat social, de se dire on s'est créé comme ça. Et en fait, aujourd'hui, nous, on a cherché à avoir beaucoup de proximité entre nos indicateurs économiques et de pérennité, et nos indicateurs aussi d'impact. Et pendant longtemps, on s'était dit, en fait, plus les associations vont collecter sur la plateforme, plus on va accompagner des associations, plus on a d'impact. Ça tombe bien parce que plus on aura de revenus aussi. En fait, aujourd'hui, on va un peu plus loin et on a mis en place et on a systématisé des mesures vraiment d'impact social auprès de nos bénéficiaires directement. Et donc, plutôt que de juste regarder les chiffres, on va interroger les associations pour savoir quel changement durable on a produit
dans l'activité de l'association. On le fait de la même manière pour les citoyens. Est-ce qu'on leur a permis de diversifier leurs sources de financement? Est-ce qu'on leur a permis d'accroître les budgets? Est-ce qu'on on a permis à des citoyens de s'engager dans une association et c'était pas le cas avant? Et donc ça, c'est des Key Impact Indicators, donc qui cohabitent avec les KPI et les KRI pour les risques. Donc on a tout un set d'indicateurs pour essayer justement de pouvoir prioriser aussi les projets en fonction de ces différents indicateurs. Et on s'objective justement sur ces indicateurs d'impact et on fait de la mesure tous les 3 mois auprès de panels d'associations pour identifier est-ce que les nouveautés qu'on met en place, que ce soit en termes de produits ou d'accompagnement, ont produit en fait les effets escomptés aussi chez nos bénéficiaires. Merci Léa. On a 15 secondes pour que tu puisses nous partager un ou des conseils pour les entrepreneurs que l'on a cet après-midi avec nous. Oui, un conseil, plus que l'écoute de vos clients, moi je vous encourage à développer l'empathie vis-à-vis de vos utilisateurs. C'est pas simplement de savoir est-ce qu'ils sont satisfaits du produit, du service que vous leur proposez, mais c'est de chercher à comprendre quel est leur problème. Et en fait, au-delà de ce que vous faites, en fait, quelle est leur préoccupation, quel est leur problème. Et nous, c'est en faisant ça qu'on a développé plein de nouveaux outils, qu'on a identifié des besoins qu'avaient les associations auxquels on n'aurait pas pensé. Et on l'a fait dans des périodes aussi comme la crise Covid, où on s'est mis vraiment à l'écoute des associations et ça a toujours été des leviers d'innovation ensuite énormes. Donc vraiment l'empathie pour les utilisateurs. Un grand merci Léa, merci.